Here we go now. Let's go. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Business Story. Donc, écoutez, là aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un invité, mais un invité de marque. Alors, il est le manager le plus humain au monde, en tout cas, c'est le titre qui lui a été consacré par le magazine Business Story Magazine, vous savez, donc qui est à l'origine de cette émission. Plus humain au monde à la fois pour son activité, mais aussi par sa personnalité, son parcours atypique. C'est un enfant de la DAS qui aujourd'hui dirige un groupe spécialisé dans l'inclusion sociale. Donc vous allez voir tout le lien que l'on peut faire entre les deux. Alors, il a un grand tour de magie, et le tour de magie, mesdames et messieurs, c'est que à partir de nos déchets de consommation, dont il débarrasse la planète, entre autres, eh bien, ce groupe a été la bouée de sauvetage de plus de 50 000 naufragés de la vie. Avec cette capacité de générer un volume de chiffre d'affaires de 100 millions d'euros sur les 32 filiales qui sont gérées par ce groupe. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, monsieur André Dupont, président du groupe Vitamine T. Voilà, merci en tout cas d'accepter notre invitation, d'être parmi nous. Vous avez un parcours très atypique et première question que j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur Vitamine T déjà? Une entreprise de taille intermédiaire, née et développée dans les Hauts-de-France, mais présente maintenant un peu partout sur le territoire. Fondée il y a une 40aine d'années. Elle est privée parce que les fondateurs dont je suis, mais au principal Pierre de Saint-Ignon, qui a aussi créé Aura Technologies, il a disparu aujourd'hui, ont décidé d'avoir une gouvernance particulière sur le rapport au capital, donc avec une grande patience. Un groupe qui a 32 filiales. Ce que j'allais dire. Et 7000 personnes. Qui sont installés en Île-de-France également, je pense. Absolument. Plus que jamais, notamment à Pierrefitte-sur-Seine. À Pierrefitte-sur-Seine. Très bien, alors... il y a un objet fétiche qui va être extraordinaire. Alors ça, je crois que tout le monde va adorer cet objet fétiche parce qu'il a toute une histoire, mais on va en parler après. Alors, avant de démarrer sur l'objet, comment est-ce qu'on vous fait qu'à partir de l'âge de 18 ans, si j'ai bien compris à la DAS, les jeunes sont un peu lâchés. Ils sont maîtres de leur destin, une fois qu'ils sont à la rue. Et alors, comment on fait quand on sort de la DAS à 18 ans et qu'on se retrouve, comment on fait pour devenir président d'un grand groupe comme celui-là? Mais écoutez, sincèrement, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de... Ça reste un mystère. Dans une enfance et une adolescence un peu saccagée, pour le moins, la seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que très vite, j'ai eu la rage de m'en sortir, d'échapper à ma condition, de m'émanciper. Ça, j'en suis sûr. Après, la vie sont les rencontres et je voulais plus profondément, intimement réussir dans la vie que réussir ma vie. Ensuite, c'est une affaire de courage, c'est une affaire de rencontre, je viens de le dire, et c'est une affaire de résilience. Mais mon parcours ne vaut pas plus que le vôtre ou celui des autres. Je crois que ma vraie vie, c'est celle à travers la vôtre. Mais j'ai cru comprendre que vous avez été éducateur de rue bien avant. En fait, est-ce que ça a un lien avec votre vécu à la DAS? Est-ce que ça a un lien avec... parce qu'il y a un pont dans tout ça. Bien sûr. Qu'il y a un pont. Tout ça, ça a du sens. Bien sûr, ça s'appelle la revanche. Alors, c'est une revanche. Ça s'appelle la revanche sur sa propre histoire et la volonté de donner ce qu'on a reçu. J'ai pas été si malheureux ça, d'ailleurs, dans les orphelinats où j'étais élevé. Et puis ensuite, très vite, je me suis rendu compte que l'action sociale seule auprès de ces jeunes, délinquants à Lille, c'était du très lourd, hein, dans les centres sociaux, etc., avait ses limites, parce que notamment le chômage commençait à déferler en France, et donc j'ai voulu devenir entrepreneur. Alors entrepreneur avec un impact, avec une mission, mais je voulais d'abord être entrepreneur, parce que je suis convaincu, plus que jamais, que l'entreprise, c'est le lieu de résilience, de dignité et de cohésion pour ces personnes. Alors j'ai cru comprendre que le groupe Vitamine T, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment votre activité principale, qui a 40 ans, vous avez dit? 40 ans. 40 ans. C'est une rencontre humaine, à la base. Oui, c'est d'abord ma rencontre avec un grand frère de cœur qui a disparu et qui me manque cruellement, qui est Pierre de Saint-Ignon, que j'évoquais tout à l'heure, et qui m'a embarqué dans cette aventure improbable qui consistait à combiner à la fois, surtout à l'époque, une action économique authentique, réelle, et puis un intérêt général, ce qui n'est pas couru d'avance.
Alors, je vais raconter quand même une anecdote parce qu'à un moment donné, on a été... Bon, j'ai été invité donc pour visiter le centre de recyclage à Léquin et je m'attendais à voir des machines, mais en fait... Monsieur Dupont m'a fait juste rencontrer du monde, des gens. On a passé 1 heure à serrer les mains avec des collaborateurs. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le magazine, on a titré que c'est d'abord une activité humaine. Donc j'ai vu très peu de machines, mais beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Et j'ai vu des profils quand même atypiques parce que ce qui est extraordinaire, c'est que, vous savez, aujourd'hui, pour qu'on embauche une personne dans une entreprise, il faut faire ses preuves, il faut avoir des diplômes, il faut un CV qui claque, il faut avoir de l'expérience. Et vous, en fait, j'ai vu des gens qui viennent, qui n'ont aucune formation, pas de CV, rien, donc et qui se retrouvent du jour au lendemain avec une situation. Et donc ça, c'est extraordinaire. J'imagine qu'il doit y avoir des histoires fabuleuses de parcours. Il y a 7000, il y a plus que ça, puisque 7000, ce sont ceux qui travaillent actuellement. Oui, parce que les machines que vous évoquiez, elles se recyclent, mais les femmes et les hommes, ils s'élèvent. C'est eux qui éblouissent ma vie. Je pense à Marc, qui m'a beaucoup marqué entre 1000 autres hommes et femmes. Il y a déjà longtemps, il était fils d'un couple d'une aide ménagère et d'un ouvrier textile à Lille-Moulin. Et puis, ses parents ont été licenciés dans la pire des périodes. Sa maman est passée de Leclerc à Lidl. La caravane qui allait tous les ans les emmener au camping du Perrot-Cabré-du n'y allait plus, et il a sombré, mais méchamment. Je resterai intime vis-à-vis de lui, mais il a sombré, on l'a récupéré à vitamine, si je puis dire, on a pris soin de lui. C'est quelqu'un que vous en a parlé ou c'est une rencontre comme ça? Ah non, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un parcours d'inclusion magnifique. Enfin, c'est plus qu'une vraie histoire, quoi. C'est un miracle humain, ce garçon. Aujourd'hui, il a créé son propre garage automobile, et il va bien. Non, c'est une belle réussite. Je pense aussi à Dabia, à Aniche, près de Douai, qui a priori au départ n'avait pas de difficultés particulières, mais que son homme a lâché, il a maltraité un peu avec 3 enfants, et qui sont dans la toxicoménie la plus lourde, et qu'on récupère, qui vide son sac à dos, qui était très chargé, qui avait une passion qui était la socio-esthétique. Elle est aujourd'hui socio-esthéticienne. Alors bien sûr, on réussit pas à chaque fois. Là, je donne 2 exemples qui ont ébloui ma vie, et surtout la leur. On a aussi évidemment des hommes et des femmes qui tombent, mais je leur dis souvent, tomber 6 fois, se relever 7. On n'est jamais au bout de son histoire. Parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple, aussi simple que ça, même si on fait miroiter une belle situation à un SDF, de le convaincre de passer d'un monde à un autre. Ah non, c'est tout sauf simple. Pour le coup, puisque le parcours, la volonté, l'exercice de la puissance de la volonté sur eux-mêmes est colossal. Ils sont pas sortis de l'ENA, ils sont pas des bac plus 30, ils sont pas sortis de Bondu ou de Mouveau. Et donc ces gens-là, ces hommes et ces femmes ont beaucoup de courage au final, beaucoup de courage. Puis souvent, ils retombent, puis ils remontent. Qu'est-ce qui leur manque? Est-ce que c'est pas la dignité quelque part qui pourrait être leur moteur dans la vie? Mais moi, je dirais plus qu'il leur manque la bienveillance. Et la bienveillance, c'est beaucoup plus que l'empathie et la compassion. C'est-à-dire que ne pas être jugés. Ils sont comme ils sont. Il faut qu'on prenne le temps. Il leur faut de la bienveillance. Moi, il y a de la bienveillance et qu'ils se sentent en confiance. Il y a une étincelle qui, un vendredi, un dimanche, un lundi, va se déclencher et ils vont se remettre en parcours. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous faites le groupe Vitamine T et vous-même, Monsieur Dupont, vous créez de la valeur à partir de tout ce qui est rejeté dans ce monde. Les déchets ont une seconde vie. Des personnes qui sont complètement anéanties retrouvent une seconde vie. Et je pense que votre place est au paradis, j'ai l'impression, quelque part. Ah, d'abord, je sais pas, je suis pas en quête d'un paradis quelconque. Je crois surtout au paradis des hommes. Moi, je crois beaucoup. J'ai vraiment l'amour des gens, moi. Voilà. Et je ne les juge pas. Je les prends comme ils sont. Après, c'est bienveillant, donc c'est exigeant. Donc, s'il y a un paradis, il est sur terre, monsieur. Absolument. Alors, je vais raconter quand même une anecdote qui m'a marqué, c'est que pendant la visite qu'on a fait avec André, il me faisait visiter effectivement ses ateliers. Il rencontre quelqu'un qui venait d'être engagé. Je sais pas si vous en souvenez, un jeune qui venait d'arriver que vous n'avez pas rencontré et il lui a dit voilà, qui êtes-vous? Il dit voilà, je suis tel, je viens d'arriver. Et il dit vous, qui êtes-vous? Il dit je suis le patron de Vitamine T. Et ce jeune, il dit je pensais pas qu'on pouvait rencontrer le patron comme ça. Et André lui dit le patron, c'est vous.
Donc, alors, c'est vous le patron ici, voilà. Donc, et le gars il est parti avec mais un sourire comme ça. Il est toujours là d'ailleurs. Et il a une super dose vitaminée, on peut le dire. Hein, donc, survitaminé. Il n'a pas besoin de passer dans la pharmacie. D'ailleurs, le nom vitamine T, c'est vitamine, puisque la première activité que Pierre et moi on a créée, c'était à la Grand Place de Lille, où en fait on vendait des jus pressés, un peu comme à Marrakech par exemple, etc., oui, aux patients, et en contrepartie les jeunes donnaient leur CV pour être embauchés. Et donc Et vitamine, et T c'est travail, bien sûr, travail, voilà, qui est la première vertu. Tout à fait. Alors justement, en parlant de vertu, Monsieur Dupont, quelle est la valeur cardinale qui vous guide aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel ou personnel? Il y en a deux rapidement. Pour moi, la première, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le choix que vous, moi, un individu fait, des valeurs qu'il assume et qui, grâce à ce choix, donne du sens à sa vie. Pour moi, c'est l'engagement. Mais plus concrètement, c'est l'authenticité. C'est la chose la plus difficile. C'est la première pour moi des vertus. L'authenticité, c'est de vous dire ce que je pense vraiment. C'est un gros travail sur soi, parce que parfois on se ment à soi-même, et d'agir en conformité avec ce qu'on pense. L'authenticité. Et ce qui manque dans ce monde aujourd'hui, dans tous les compartiments, personnels, familiaux, sociétaux, politiques, c'est l'authenticité. Il faut que nous soyons authentiques, parce qu'il n'y aura aucun survivant. Nous allons tous mourir un jour, le plus tard possible. Et je pense que c'est peut-être, est-ce que c'est pas la société qui nous déforme un peu parce qu'on est obligé de se créer des personnages, des carapaces, et qui nous oblige à ne pas être authentique, parce que finalement, l'authenticité, alors c'est peut-être aussi culturel. Ça dépend, parce que vous avez quand même beaucoup voyagé, que ce soit en Afrique, en Europe. Est-ce que culturellement, il y a des pays où on sent plus d'authenticité que d'autres? L'Afrique, évidemment, où je vais souvent, elle est plus authentique à deux motifs. Elle l'est parce que les gens n'ont pas à être riches que de leur argent, ça aide un peu. Et elle l'est parce que spontanément, ces gens vous regardent dans les yeux. Au bout de 4 minutes, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, il se passe quelque chose. C'est long, 4 minutes. Donc effectivement, nous sommes moins authentiques dans nos vieux pays et la France que j'aime tant par ailleurs, et surtout les hommes et les femmes dont je parle depuis tout à l'heure, eux ils sont très authentiques parce que ils sont dans l'indignité, ils doivent retrouver leur dignité. Donc du coup ils sont bruts de décoffrage. Je suis plus à l'aise avec eux qu'avec un ministre, même s'il faut que je fréquente les ministres. Bien, donc je vous rappelle qu'il y a un objet fétiche qu'on va révéler, mais auparavant j'aimerais quand même poser question donc à Monsieur Dupont, une question de conjoncture actuelle. Quel regard vous avez sur l'ambiance sociale en France aujourd'hui? Alors j'ai à la fois un regard triste et un regard d'espérance. Le regard triste, je rentre récemment de Cotonou où mes amis béninois ou maliens ou au Niger me disent mais vous les blancs, les yovos comme on dit là-bas, vous croyez tous en France en enfer et vous êtes au paradis. Vous êtes soignés gratuitement, il y a le quoi qu'il en coûte, etc. Et donc moi je suis parfois attristé, mais comme j'ai beaucoup oublié, de ce peuple magnifique qui est le nôtre où on n'est jamais content, qu'il n'y en a jamais assez, même si j'en sais quelque chose dans mon activité. Il y a des trous dans la raquette. Et les gens dont je parle, eux mériteraient d'être sont en souffrance. Donc du coup, je pense malheureusement, pour être un peu cash, que la crise sanitaire n'a rien arrangé. C'est-à-dire que il y a de la défiance, il y a le manque de confiance. Les Français ont manque de confiance en eux, pardon. Et puis surtout, je pense que les égoïsmes ont pris le pas sur tout. Il y a un côté anxiogène. Donc, à quoi est-ce qu'on peut attribuer ce côté anxiogène? On a l'impression que les gens sont de plus en plus aigris un peu. Donc, on a perdu un peu cette joie de vivre. Donc, est-ce que la crise y est pour quelque chose? Mais bien sûr que la crise y est pour quelque chose. Après la crise financière, après la crise industrielle, il y a longtemps, après la crise, la crise sanitaire, les Français qui étaient déjà pessimistes de nature et qui ont une vision tronquée du monde souvent, alors notamment du continent africain, il n'en fallait pas plus. Je crois que parfois les Français, que j'aime évidemment éperdument, les Français préfèrent choisir la déprime que le bonheur. Voilà quoi. Donc s'ils veulent quelques recettes, ils viennent me voir. Bon, voilà, ça, je vais être très heureux. Je n'en doute pas. On va en parler de recettes. Pour l'heure, voilà le moment tant attendu. On va parler de l'objet fétiche. Voilà, mesdames et messieurs, l'objet fétiche de Monsieur André Dupont. Alors, je peux vous dire qu'il pèse lourd. C'est une sculpture africaine. De quel pays déjà? Le Mali. Le Mali.
Monsieur Dupont, vous allez nous raconter l'histoire de cet objet. Avant de la raconter, je vais d'abord la toucher, parce qu'elle me renvoie toujours de l'humilité à la fois, de l'apaisement et de l'énergie. Vous touchez, c'est gratuit pour une fois, monsieur. C'est un objet qui m'émeut tout le temps. D'abord, il est très beau. C'est un bronze peul, le peuple du Sub-Sahara. C'est une Amazone au XVIIIe siècle qui, dit-on dans la légende, se coupait le sein gauche dans les guerres tribales pour pouvoir tendre son arc. Je la négocie il y a 17 ans sur un marché à Bamako auprès d'une vieille dame. J'ai une intuition. Mais vous l'aviez reconnu tout de suite cette statue? Alors je le connais parce que je suis passionné d'art brut, d'art premier, et j'ai une intuition, qu'elle est vraie, ce qui est très rare, qu'elle est authentique. Donc je la négocie âprement, je la ramène en France. Elle me suit partout, dans mes épreuves, dans un rendez-vous professionnel important, dans une émotion familiale. Elle est avec moi quand j'en ai besoin parce qu'elle me relie à la fois à ce continent de magie et de lumière qu'est l'Afrique, et elle me parle. Et accessoirement, je l'ai fait expertiser pour mon intuition de tout à l'heure au Quai Branly, au musée Jacques Chirac. Et effectivement, c'est une vraie. D'ailleurs, chaque année, le conservateur en chef du musée du Quai Branly m'envoie un courrier pour me demander si éventuellement j'aurais pas lui vendre. Je ne vendrai jamais cette statue. Elle passera toutes les générations des Dupont pour les 300 ans qui viennent. C'est génial. Donc c'est quelque part votre confidente, votre muse. Ouais, on se parle beaucoup. Dans la vie, on se parle beaucoup, professionnelle comme personnelle. Dans tous les domaines de ma vie, notamment au moment des épreuves. On a tous des épreuves. On n'est jamais étal. Et donc, quand j'ai des moments difficiles, je dis avec beaucoup d'authenticité, tout le monde le sait, parfois on peut me prendre pour un fou, elle est là, elle trône et elle est avec moi. Alors, par moment, on la voit sur votre bureau. Donc, alors je la promène beaucoup. Mais parfois, vous l'embarquez? Alors, je l'embarque. Là, je l'ai amenée aujourd'hui, ce qui est rare. Elle sort jamais de sa case. Elle passe à la maison. Je peux l'emmener dans un voyage. Oui, elle fait partie de moi. Elle a un nom? Non, pas du tout. C'est une Amazone, donc elle a son nom tribal, son nom brut. C'est l'Amazone. C'est une belle Amazone qui a toutes les scarifications des Tatasomba, qui est une tribu magnifique, et qui a les 22 anneaux qui authentifient en bronze, qui vrai que c'est bien une statue Peul du moitié du XVIIIe siècle. Merci en tout cas pour d'avoir ramené cette œuvre. Je sais qu'elle bouge pas beaucoup de votre bureau. Une dernière question, juste pour conclure, Monsieur Dupont. On n'est pas des perdreaux de l'année tous les deux. Et je sais que vous avez bien roulé votre bosse. On a connu des moments difficiles, il faut le reconnaître. Il n'y a pas que des moments heureux dans la vie, surtout la vie professionnelle d'un patron, etc. Quel message, quelles sont les leçons de vie, quelles sont les recommandations que vous donneriez à des jeunes comme à des entrepreneurs qui sont pas forcément jeunes, mais qui sont vraiment dans la galère en ce moment? Alors, je suis toujours prudent quand et j'essaie d'être humble à cette question parce qu'on n'est pas propriétaire du destin des gens. Donc je suis pas un exemple. Je considère pas que je suis un exemple. C'est pas le sujet. Cependant, deux choses. D'abord, évidemment, oser. Pour moi, c'est tout le sens de ma vie. Oser. Oser. Il y a Benjamin Franklin qui disait la meilleure façon de ne pas réussir, c'est de ne pas oser, c'est de ne pas entreprendre, c'est de ne pas prendre de risques. Et puis, je vais vous dire vraiment le courage. Parce que cette qualité-là, elle garantit toutes les autres. Oser, courage. Bon, est-ce que c'est ce que vous dites quand ça va mal? Ah oui, surtout quand ça va mal. Bien sûr, surtout quand il faut remonter le bien sûr, revenir au réel et accepter sa condition. Je crois pas au bonheur. Je crois plus à la sérénité. Le bonheur, c'est des instants éphémères de grâce. On les connaît tous. Nous sommes dans un pays où on veut absolument le bonheur absolu. Ça n'existe pas, le bonheur. Tous les philosophes le disent. De plus en plus contemporains. Je crois à la sérénité. Parce que la sérénité, c'est une victoire sur ses propres peurs. Quel travail de vaincre ses propres peurs. Donc, bien sûr, je crois non pas au bonheur, mais à la sérénité. Eh bien, on va s'arrêter sur ces belles paroles, monsieur André. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à vendredi prochain.